Il me fait plaisir de vous présenter Madame Maude Boulet, professeure en gestion des ressources humaines dans le secteur public à l'École nationale d'administration publique, l'ENAP. Madame Boulet se spécialise dans les enjeux d'équité en emploi et de qualité de vie au travail. La professeure a approfondi le thème de l'immigration dans sa thèse de doctorat en relations industrielles à l'Université de Montréal. Plus précisément, elle a comparé l'évolution et la qualité de l'emploi des immigrants comparés à ceux des natifs du Québec. Dans sa recherche postdoctorale, Maude Boulet a poursuivi ses travaux sur l'équité et l'articulation emploi-famille à la chaire de recherche du Canada en statistique sociale et changement familial au département de sociologie de l'Université McGill. Comme vous le savez, l'enjeu de l'immigration a pris une grande place dans l'actualité ces derniers temps. Le gouvernement canadien a des cibles très ambitieuses pour combler la pénurie de main-d'œuvre. Le Québec s'inquiète au contraire de l'effet d'une hausse trop rapide de l'immigration sur son identité francophone. Sur ce, je vous laisse la parole, Madame Boulet. Alors, bonjour et merci tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour la conférence dans le cadre de la série de conférences Leadership et responsabilité citoyenne de l'ETS. Comme Madame Miville-Deschaines m'a présenté, dans le fond, j'ai fait ma thèse de doctorat sur l'intégration économique des immigrants et je me suis surtout concentrée sur l'immigration au Québec et en comparaison avec l'Ontario et la Colombie-Britannique. Donc, aujourd'hui, ce que je viens vous présenter, c'est un portrait de l'intégration au marché du travail des immigrants au Canada et au Québec à partir de différentes statistiques sociales, parce que comme Mme Miville l'a dit dans sa présentation, je travaille à la chaire de recherche en statistiques sociales et je suis membre du CIX, donc qui est le Centre interuniversitaire québécois en statistiques sociales. Donc, ma spécialité est beaucoup orientée vers le volet quantitatif de l'intégration au marché du travail. Le titre de la présentation d'aujourd'hui, c'est, comme vous pouvez le voir, intégration des immigrants au marché du travail et qualité de vie au travail, une comparaison avec les non-immigrants. Parce qu'en effet, tout au long de la présentation, je vais toujours vous montrer le taux obtenu par les immigrants ou la statistique pour les immigrants et pour la population née au Canada pour essayer de comparer, dans le fond, où se situent les immigrants par rapport à la population native. Le plan de la présentation pour aujourd'hui se découpe en 6 principaux points. Donc, la première chose que je vais vous présenter, c'est mes 3 objectifs de la présentation. Comme ça, vous allez être situé dès le départ sur qu'est-ce qu'elle va faire pendant cette heure-là. Après ça, je vais faire une brève introduction pour vous présenter un petit peu le système d'immigration canadien pour ceux qui le connaissent moins. Puis je vais aussi vous dire ce que moi, je vais faire puis sur quel type, dans le fond, d'immigration, je vais me concentrer. Je vais vous présenter quelques faits empiriques antérieurs, dans le fond, qu'est-ce qui est connu dans la littérature sur l'intégration des immigrants au marché du travail. Puis, la dernière, dans le fond, l'avant-dernière partie, c'est les données. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter différentes statistiques sociales à partir de différentes données. Puis, ces statistiques-là vont porter premièrement sur les principaux indicateurs du marché du travail, sur la qualité de vie au travail, sur les conditions de travail, parce que je fais une distinction entre les deux, et la perception de discrimination. Donc, puis pour vous faire ce portrait-là, j'ai utilisé vraiment plusieurs enquêtes sociales générales de Statistique Canada ou des données de l'Institut de la statistique du Québec, où j'ai déjà travaillé, ce qui n'a pas été dit dans la présentation. Après mon doctorat, entre mon doctorat et mon post-doctorat, j'ai travaillé à l'Institut de la statistique du Québec, ce qui renforce le côté statistique de mon profil. Et enfin, on va discuter, dans le fond, des résultats à la fin. Puis après ça, je vais laisser place à la période de questions. Donc, mes 3 objectifs pour la présentation d'aujourd'hui se lisent comme suit, vous les voyez. Donc, mon objectif 1, premièrement, je vais dresser un portrait de l'intégration au marché du travail des immigrants dans les dernières années. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que vous m'avez permis de faire un petit retour en arrière parce que moi, ma thèse de doctorat, je l'ai déposée en 2013. Ma dernière étude, comme Mme Miville me l'a rappelé hier, sur l'intégration des immigrants, ça date de 2016. Donc là, depuis la pandémie, ça faisait longtemps que je n'avais pas été lire là-dessus parce que je travaille beaucoup sur la qualité de vie au travail.
et moins sur l'intégration des immigrants. Donc, j'ai fait, à cause de vous, cette semaine, un beau résumé des études et des faits empiriques sur l'intégration au marché du travail. Puis aussi, ça m'a permis de revoir les nouvelles statistiques puis comment ça a évolué depuis la pandémie. Puis on va en parler ensemble. Mon deuxième objectif, c'est de comparer les conditions de travail et la qualité de vie au travail des immigrants et des non-immigrants. Pourquoi on fait ça? En fait, la comparaison avec les gens qui sont non-immigrants, c'est plus on va se rapprocher, dans le fond, du Québécois ou du Canadien moyen qui est né dans la population, plus on va penser que l'intégration au marché du travail de l'immigrant est réussie. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des statistiques qui sont similaires aux Canadiens de naissance. Puis, mon troisième objectif, c'est de regarder l'effet des caractéristiques sociodémographiques sur la perception de discrimination au Canada et au Québec, parce qu'en matière d'équité, diversité et inclusion, je pense que c'est un indicateur aussi qui peut être pertinent, la perception de discrimination. Écoute, je viens de publier une étude là-dessus avec deux étudiants, une qui est diplômée maintenant, Marie Lachapelle et Sébastien Keefe. Puis, il y a beaucoup de, tu sais, quand on envoie ça en évaluation, nos articles scientifiques, il y a beaucoup de gens qui vont comme questionner le fait que, oui, mais la perception de discrimination, c'est pas nécessairement de la vraie discrimination. Ça se peut que la personne perçoive la discrimination, mais ça n'en est pas vraiment. Moi, ce que je réponds à ça, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui vivent la discrimination et qui ne veulent pas porter plainte et gardent ça pour eux. Donc, cette statistique-là, pour moi, elle est très importante. Puis l'enquête sociale générale a posé des questions là-dessus en 2016. Elle est très importante parce que s'engager dans un processus de plainte, premièrement, la discrimination en embauche, par exemple, si on prend seulement celle-là, quand le CV d'une personne est mis à l'écart à cause de la provenance de son diplôme, à cause de son nom de famille qui n'est pas d'origine qu'on reconnaît, la personne qui a envoyé son CV, elle n'en a aucune idée. Donc, elle ne peut pas porter plainte. Donc, c'est pour ça que la perception de discrimination, puis souvent les gens, quand ils perçoivent être discriminés, probablement qu'il y a une situation ou une raison pour laquelle ils pensent avoir discriminé, donc avoir été discriminés. Donc, c'est mon troisième objectif pour la présentation d'aujourd'hui. Cette citation-là, je m'excuse, elle est un peu longue, mais je voulais vous la lire avec vous parce que je trouve que ça met en exergue, dans le fond, la pertinence de s'intéresser à l'intégration des immigrants au marché du travail. Elle est reprise du quotidien du 26 octobre 2022 de Statistique Canada. Ça dit « La pandémie de COVID-2019 a mis en évidence la contribution des immigrants au marché du travail du Canada. Étant donné que le nombre de postes vacants à la fin de 2021 était de 80% plus élevé qu'avant la pandémie et que la population active vieillit, l'immigration est encore plus importante que jamais pour le marché du travail. Les immigrants récents, dont la structure d'âge est plus jeune que celle de la population générale, constituent un bassin de travailleurs qui peuvent aider à atténuer les répercussions des pénuries de main-d'œuvre dans un certain nombre de secteurs et de régions à l'échelle du pays. De 2016 à 2021, les immigrants représentaient les 4/5e de la croissance de la population active. De plus en plus d'immigrants ont une expérience au Canada préalable à l'admission et une grande proportion d'immigrants récents ont été sélectionnés en raison de leur capacité à contribuer à l'économie. Donc, c'est un petit peu long, mais ce que ça dit en gros, c'est que, bon, vous voyez ça tantôt, Mme Muville-Deschênes, elle a parlé de la vision du Canada. On voit, ça vient de Statistique Canada, donc on voit que c'est beaucoup la vision du Canada qui ressort dans cette citation-là. Et désolée, mais pour ce qui est de la matière de l'immigration, je m'inscris du côté de la pensée plutôt canadienne de la chose. Donc, quand les immigrants ont dit qu'ils représentent le 4/5e de la croissance de la population et qu'on est dans une période de pénurie de main-d'œuvre, c'est certain que les immigrants et la sélection des immigrants économiques vont jouer un rôle incontournable dans les prochaines années. Donc, pour moi, cette citation-là montre l'importance que va jouer l'immigration dans les prochaines années. Ceci étant dit, dans cet acétate-là, ce que je veux faire, c'est que je veux vous présenter le système d'immigration permanente
je voulais insister sur le fait de l'immigration permanente parce que dans le débat entre le Québec et le Canada, dans le fond, c'est que peut-être au Québec, on va ouvrir plus l'immigration, mais il faut faire attention. Il y a une différence importante entre l'immigration permanente et l'immigration temporaire. Là, moi, ce que je vous parle, les données de Statistique Canada, heureusement ou malheureusement, portent sur l'immigration permanente. Donc, c'est une distinction qui est importante à faire. Puis les immigrants permanents sont, puis la catégorie économique, surtout, sont sélectionnés pour leur capacité à contribuer à l'économie canadienne avec des critères bien spécifiques. Et souvent, ces immigrants-là vont justement mieux contribuer au marché du travail ou mieux s'insérer dans le marché du travail. Donc, le système d'immigration permanente, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il poursuit 3 principaux objectifs. La contribution économique qui est le premier. Puis c'est certain que moi, formée en relations industrielles qui s'intéresse au marché du travail, c'est l'objectif, dans le fond, que j'ai le plus travaillé puis que je connais le plus. Il y a la réunification familiale, qui est le but, dans le fond, de réunir des gens qui sont déjà là, de leur famille. Puis il y a la protection des réfugiés. Donc, chacun de ces 3 objectifs-là de la politique d'immigration correspond à une catégorie d'immigrants permanents. Les immigrants économiques, comme je vous l'ai dit, sont sélectionnés avec des critères qui visent à favoriser leur succès sur le marché du travail, comme par exemple les travailleurs qualifiés, qui est une sous-catégorie de l'immigration économique. Ils sont sélectionnés à partir d'une grille de sélection ou d'une grille d'évaluation dans laquelle on a des critères comme par exemple le niveau de scolarité, le type de diplôme, l'expérience de travail antérieure au Canada, la connaissance du Canada ou le fait d'avoir déjà résidé au Canada. Donc, ce type de critères-là, qui est en fait un peu le capital humain, si vous voulez, de l'immigrant. Puis là, les immigrants amassent des points et pour avoir la note de passage, ils vont, s'ils ont la note de passage, ils peuvent accéder à la prochaine étape de l'immigration. Donc, ce qui est particulier aussi avec le Québec, puis la raison pourquoi j'ai décidé de faire ma thèse de doctorat au départ, c'est qu'il y a beaucoup de travaux canadiens. Quand j'ai commencé à me pencher sur cette question-là, il y avait des personnes qui étudiaient, des chercheurs, dans le fond, universitaires, puis des gens, des organismes de statistiques qui avaient tendance à dire « Ah, mais le Québec, on l'exclut. » Tu sais, il y avait des études sur l'immigration au Québec, on l'exclut parce qu'eux ne sont pas pareils. Parce que nous, dans le fond, on a, au niveau de l'immigration économique, on a le droit de sélectionner les immigrants, puis notre grille de sélection est différente de la grille de sélection canadienne. Donc là, le réflexe des chercheurs, c'était juste de dire bon, on a juste à l'enlever parce que lui, il fausse nos résultats, le Québec. Alors là, moi, ce que j'ai dit à mon directeur de recherche à l'époque, je dis, regardez, j'ai dit, Brahim, j'ai dit, moi, je pense qu'il faut vraiment plutôt le regarder puis le comparer le Québec avec les autres provinces canadiennes. Donc, c'est une particularité au Québec. Puis, ben, dans ma tête, j'avais justement trouvé des écarts plus prononcés entre les immigrants et les non-immigrants au Québec que dans les autres provinces canadiennes, ce qui soulève des questions au niveau de nos critères de sélection, notamment, parce que en fait, si on a nos propres critères, puis nos propres critères mènent à une moins bonne intégration, ça se peut que ce soit du côté pas seulement de la sélection, mais aussi des mécanismes puis des politiques d'intégration de l'immigration, mais ça soulève quand même des enjeux importants. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, je veux regarder, dans le fond, les chiffres au Québec et au Canada, parce que je trouve que ça vaut la peine de regarder les différences entre les deux. Donc, ceci étant dit, c'est quoi les chiffres? Parce que là, vous l'avez dit au début, il y a un débat sur le nombre d'immigrants, puis tout ça, puis tout le monde dit des chiffres différents. Donc là, moi, je vous ai sorti les chiffres. Ça provient du ministère de l'Immigration et de la Francisation, le MIFI, et de l'Intégration 2022. Donc là, vous voyez, c'est les statistiques, les nombres et les pourcentages pour les années 2016 à 2020. Et en gros, ce qu'on remarque, si on regarde l'année 2019, en bas complètement, on voit que le nombre total d'immigrants était de 40 565 immigrants. Donc, puis c'est un chiffre standard, mais qui avait quand même déjà commencé à baisser, parce que si vous regardez en 2016, le chiffre était de 53 247. Donc, il y a eu un changement de gouvernement, puis je pense qu'il y a eu un changement au niveau de la pensée des gouvernements concernant le rôle de l'immigration. Et on voit que le chiffre avait déjà commencé à baisser, mais si on regarde, puis il y a aussi le début de la pandémie,
Mais là, en 2020, on voit que le chiffre est descendu à 25 000, donc ce qui est la moitié, moins que la moitié du chiffre de 2016. Donc, le nombre d'immigrants permanents, hein, c'est bien important de le dire, parce que là, on ne compte pas l'immigration temporaire, a beaucoup diminué. Ceci étant dit, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est le nombre d'immigrants par catégorie d'immigration. Donc, on voit en 2020, si on prend cette statistique-là, c'est pas tant le nombre que le pourcentage. Il y a 50,6% des immigrants qui sont de la catégorie économique qui ont été admis en 2020. Pour le regroupement familial, c'est 30,9%. Les réfugiés, 16%, et les autres immigrants, c'est 1,9 %, donc c'est une très petite partie. Là, vu que 2020, c'était quand même une année particulière, c'était la première année de la pandémie, juste regarder le pourcentage, vous voyez, moi, ce que j'ai remarqué surtout, parce que je me rappelle des anciens chiffres avant 2020, parce que c'est là où est-ce que je m'intéressais beaucoup à cette problématique-là, c'est toujours été autour de 60%. Donc, à 50,6%, c'est quand même une baisse de quasiment 10% par rapport à 2016. Donc, ça, c'est intéressant de voir que la portion au Québec d'immigrants économiques a beaucoup diminué entre 2016 et 2020 par rapport aux autres. Puis ça s'est fait au profit de l'immigration familiale. Donc, ils ont privilégié le regroupement familial pendant ces années-là, si on parle en termes relatifs, si vous voulez. Donc, ça, c'était les premiers chiffres. Tu sais, je veux juste vous montrer. Donc là, ici, c'est une autre dans le fond, un autre portrait, mais avec plus de détails, dans le sens qu'à l'intérieur, ce que je voulais surtout vous montrer à cet atlas, à l'intérieur de l'immigration économique, il y a plusieurs sous-catégories. Je voulais vous montrer la part, dans le fond, de chacune des sous-catégories. La première, c'est celle que j'ai nommée tantôt, c'est celle que je connais le plus. Ce sont les travailleurs qui arrivent ici sélectionnés par la grille d'immigrants qui s'appelle les travailleurs qualifiés. Puis on voit en 2020, ils représentaient quand même 45,5% de l'immigration permanente admise. Si on regarde par rapport aux autres années, je pense que le chiffre a beaucoup aussi diminué, pas mal diminué par rapport, on a les nombres, là, on n'a pas les pourcentages, mais ça l'a aussi diminué par rapport à 2016 puis aux années antérieures parce que la proportion était plus grande que ça. Donc, c'est surtout ça que je voulais vous montrer. Dans le regroupement familial, il y a la majeure partie, c'est les époux, les conjoints et les partenaires. Donc, c'est le 25%, c'est l'autre grosse partie, si vous voulez, de l'immigration permanente, si on décompose le regroupement familial. Donc, ça, c'est tout. Là, maintenant, aujourd'hui, je ne vais pas trop mettre l'emphase sur les caractéristiques des immigrants qui sont admis, mais c'était juste pour vous donner un bref aperçu, si vous voulez, de c'est quoi les principales caractéristiques des immigrants. Puis ça, c'est le MIFI qui a pris l'année 2019, qui est, je pense, plus représentatif que l'année 2020, là, parce qu'à cause de la pandémie, je pense que le portrait risque d'être différent. Donc, sur les 40 565 personnes qui ont été admises en 2019, ce que je voulais mettre de l'avant, c'est qu'il y a quand même 42,9% qui proviennent de l'Asie. Et puis ça, c'est au Québec. C'est une proportion qui est sûrement moins grande que si on prend le Canada. Au Canada, la proportion d'Asiatiques est encore plus grande. Il y a 57% qui proviennent de l'immigration économique en 2019. Donc, le pourcentage est quand même plus élevé que ce qu'on a regardé en 2020. La répartition homme-femme est quand même assez similaire, si on peut dire. Puis, les groupes d'âge, bien, souvent, les immigrants, on voit là, que la majeure partie, la moitié quasiment, proviennent du groupe en âge d'activité maximale, donc 24 à 44 ans. Donc ça, c'est un peu normal parce que dans les grilles de sélection des travailleurs qualifiés, il y a des points pour l'âge et les gens qui sont plus âgés ou très âgés, qui n'ont pas l'âge, dans le fond, d'être en âge d'activité maximale, perdent des points dans la grille de sélection, autant au Québec qu'au Canada. Puis aussi, qu'est-ce qui est important pour la considération linguistique? Je voulais vous montrer c'est quoi le profil linguistique des immigrants qui ont été admis en 2019. Donc, 25% parlent le français et 24,7% parlent le français et l'anglais. Donc, c'est un taux de pratiquement 50% qui connaissent le français qui arrivent au pays.
Je pense que c'est pas mal ça. Ah oui, ils se dirigent. Ah oui, ça aussi, c'est quand même, je pense, assez connu comme fait. Ça n'a pas changé. 76% quand ils arrivent, s'en vont à Montréal. Donc, c'est ici qu'ils s'en viennent principalement. Ceux qui se dirigent vers les régions sont quand même très peu nombreux en proportion. Donc, là, on a un portrait, c'est quoi l'immigration au Québec, c'est quoi le profil des immigrants. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait sur qu'est-ce qui a été dit dans la recherche précédemment à la COVID sur l'intégration des immigrants au marché du travail. Donc, premièrement, l'intégration, les travaux là-dessus vont dire que les immigrants, autant au Canada qu'au Québec, souffrent d'un désavantage sur le marché du travail par rapport aux non-immigrants. Notamment au niveau de l'accès à l'emploi. Hein. L'accès à l'emploi, c'est comme par exemple le taux de chômage, le fait de pas se trouver un emploi, donc tout ce qui touche les barrières à l'emploi. Puis, ils affichent aussi un désavantage au chapitre des revenus, donc le salaire, le revenu d'emploi. Puis, lorsqu'ils réussissent à trouver un emploi, bien, leurs conditions de travail sont souvent désavantageuses, ce qui veut dire qu'ils sont souvent, ils ont des emplois plus temporaires, de moins bonne qualité, avec des moins bonnes conditions de travail. Et ils sont aussi, ça c'est une grosse problématique là, sur laquelle j'ai déjà travaillé plus en détail, c'est la surqualification des immigrants à cause du manque de reconnaissance des diplômes qui sont acquis à l'étranger. Donc, souvent, c'est un peu quelque chose de contradictoire, j'en ai pas trop discuté, mais en fait, c'est qu'on sélectionne les immigrants. Tu sais, c'est un peu moi, dans la tête, ce que je disais, c'était que je trouvais ça contradictoire qu'on les sélectionne pour leur niveau de scolarité, pour leur diplôme acquis à l'étranger, en fonction du domaine d'études aussi. Puis là, on arrive ici, puis on ne reconnaît pas le diplôme de l'immigrant. Donc, pour lui, dans sa tête, je me dis, tu sais, tu te dis, hey, ils m'ont sélectionné parce que j'ai un diplôme d'ingénieur. Ils me disent, venez ici, on vous donne beaucoup de points, vous êtes un bon immigrant parce que vous êtes un ingénieur. Mais quand j'arrive ici, ils me disent, non, votre diplôme d'ingénieur, vous devez recommencer votre formation à zéro ou il vous reste 3 ans de formation à refaire. Donc, il y a comme une problématique au niveau du fait de sélectionner sur la base des diplômes puis de ne pas reconnaître les diplômes. Donc, c'est un peu ça qu'il y a une petite contradiction là-dedans. Mais ça, c'est à cause des approches. Je ne pense pas qu'on va discuter là-dedans, mais c'est à cause de l'approche canadienne qui est l'approche de l'immigration à long terme. Puis on se dit, ben c'est mieux pour nous à long terme sur le marché du travail, peut-être que le fait de ne pas reconnaître le diplôme. Plus on va recruter des immigrants, si vous voulez, scolariser, plus à long terme, c'est des gens qui sont scolarisés, vont se débrouiller, donc c'est des bons immigrants. Même si on ne reconnaît pas leur diplôme et qu'il y a une barrière à ce niveau-là, c'est mieux de recruter quelqu'un de scolarisé que quelqu'un qui n'est pas scolarisé à la base. Donc, c'est un peu ça, c'est parce qu'ils voient le potentiel à long terme de l'immigrant quand il y a des hautes études. Sauf que, tu sais, c'est ça, du point de vue de l'immigrant, moi, je trouve que c'est un petit peu contradictoire. Donc, ceci étant dit, il y a une étude quand même récente de Statistique Canada. Là, les auteurs sont mentionnés là, mais c'est des analystes à Statistique Canada qui, eux, ont reconfirmé, ça c'est des données de 2014-2017, ont reconfirmé que les diplômés racisés affichent des taux d'emploi inférieurs, des revenus d'emploi inférieurs aux diplômés qui sont non racisés et non autochtones. Ce que je trouvais surtout intéressant, c'est qu'il y a très peu d'études qui portent sur la syndicalisation. Donc, ils ont aussi trouvé que les diplômés racisés affichaient des taux de syndicalisation inférieurs aux diplômés qui sont non racisés et non autochtones. Et également, ils ont trouvé qu'il y avait moins accès à des régimes de retraite de l'employeur. Donc, ça, c'est des conditions de travail, dans le fond, objectives, qui sont importantes. Puis, il y a peu de données là-dessus. Hein, fait que c'est difficile de savoir c'est quoi le pourcentage de la population qui ont accès à un régime de retraite par l'employeur. Donc, c'est pour ça que je trouvais l'étude intéressante. C'est Galarno, Corac et Brunet qui sont des analystes à StatCan, je pense. Tous, mais ça se peut qu'il y en ait là-dedans des chercheurs universitaires, mais Galarno, en tout cas, c'est sûr qu'il est à StatCan. Donc, ça, c'est des données d'enquête sociale. Donc, c'est pour ça que je trouve intéressant, parce que ce n'est pas des choses qui sont nécessairement connues et mesurées. Depuis la COVID, écoutez, il y a plein de travaux sur l'intégration des immigrants dans le marché du travail que j'ai vus, qui ont été réalisés par des chercheurs, mais très peu d'études qui ont été réalisées avec des enquêtes sociales générales. Puis moi, maintenant, je fais des enquêtes, sondages par moi-même avec des échantillons de 600 personnes. Je suis toute contente
Par contre, je sais très bien que mes échantillons ne sont pas représentatifs de la population comme les enquêtes de Statistique Canada. Alors là, j'ai voulu vraiment, parce que, tu sais, c'est ça aussi. Moi, je publie avec... C'est plus facile de publier dans une revue scientifique avec des données de mon sondage que j'ai fait en ligne pendant la pandémie qu'avec les données d'enquête de Statistique Canada. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les données de statistiques, comme par exemple le recensement de 2021 n'est pas accessible pour que je puisse aller y travailler présentement. Ça sort tellement tard que là, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas comment ça fonctionne au Canada, qui vont dire « mais tes données sont périmées ». Non, ils viennent de sortir, ils sortent 2 ou 3 ans après dans le fond, le sondage, que le sondage a été réalisé, fait que tu es toujours un peu en retard. Par contre, moi, écoute, je me fais dire ça, fait que je prends un autre moyen pour publier des études. Mais par contre, si vous me demandez la valeur d'une statistique, quand tu as une enquête de 10 000 personnes, moi, quand matin, je l'ai faite avec les recensements de la population, j'avais 4 800 000 personnes dans mon échantillon. C'est assez dur de me contredire quand tu as tout le monde. Donc, c'est pour ça que je vous ai sorti des données dans le fond, des citations de Statistique Canada. Puis dans le fond, eux, ce qu'ils ont trouvé, ça, c'est aussi dans le quotidien là, du 5 décembre 2022, ce qui est assez récent, mais c'est pas mal les seules études qui sont sorties après, dans le fond, la pandémie. Ce qu'ils disent, les auteurs, c'est au cours de la période allant de 2015 à 2019, pour ce qui est du taux d'emploi et des revenus, l'écart entre les immigrants récents établis au Canada depuis 10 ans ou moins, et la population née au Canada s'est rétrécie. Donc, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'ils se rapprochent de plus en plus des natifs. Toutefois, les interruptions de l'activité économique provoquées par les mesures adoptées en réponse à la pandémie ont touché de façon disproportionnée la population immigrante et ont davantage perturbé leur situation financière comparativement à la population née au Canada. Tu sais, on a dit tantôt qu'ils ont plus souvent des emplois temporaires, mais c'est sûr que là, quand il y a un choc économique comme cela, c'est les gens qui ont un emploi temporaire qui vont avoir plus, dans le fond, de chances de risque, si vous voulez, de perdre leur emploi. Au début de la pandémie, les immigrants récents, en particulier les femmes, étaient plus susceptibles que leurs homologues nés au Canada d'être en transition entre des périodes d'emploi. Une plus grande proportion d'immigrants occupent un emploi faiblement rémunéré et de courte durée dans des secteurs comme la restauration et l'hébergement, qui, on le sait, a été très touchés pendant la COVID, lesquels ont tous été durement touchés par les mesures de confinement liées à la pandémie, ce qui fait que les immigrants étaient plus susceptibles de demander la prestation canadienne d'urgence en 2020. Donc ça, il y a eu des statistiques sur la PCU et dans le fond, StatCan a comptabilisé que les immigrants en ont demandé en plus grande proportion de cette prestation-là. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Là, dans le fond, ça finalise tout ce que j'avais à vous dire sur ce qui a été fait avant. Là, ce que je veux vous montrer, écoutez, j'ai une série d'analyses. J'ai vraiment été chercher chaque point sur mon graphique et a été téléchargé sur Statistique Canada dans leurs données d'enquête. Donc, ça m'a pris quand même pas mal de temps. J'en ai une série de graphiques. Donc, ce que je voulais vous montrer, en fait, dans ce graphique-là, j'ai pris les chiffres. Je ne voulais pas vous présenter seulement les chiffres de 2022 parce que je trouve que ça ne montre pas l'histoire. Donc là, on voit ça. Ici, c'est l'évolution du taux de chômage des immigrants et des natifs au Canada. Puis, j'ai tenu compte d'une variable qui est pas mal tout le temps là dans les analyses sur l'immigration, c'est la durée depuis la résidence qui est souvent, StatCan utilise moins de 5 ans. L'immigrant a été admis depuis moins de 5 ans, donc il est au Canada depuis moins de 5 ans, 5 à 10 ans et 10 ans et plus, c'est ce que je vais appeler, parce que c'est un réflexe pour moi, les immigrants de longue date. Donc, quand ça fait 10 ans qu'on est au Canada, on est un immigrant de longue date. Donc là, on voit le découpage, on ne voit pas très bien les chiffres, mais ce qu'on peut voir, moi, ce que je vois quand j'observe ça, si je regarde 2006, je vois que les écarts entre les immigrants récents, les oranges, puis la population née au Canada, qui est 5,5, on voit que l'écart est quand même très grand au niveau du taux de chômage. Et là, si on regarde l'évolution, on voit qu'il y a eu en 2009, 2010, une période difficile pour les immigrants récents. Et en 2020, vous voyez qu'est-ce que ça fait. En 2020, la pandémie, parce qu'il y a quand même eu peu d'études là-dessus. Fait que moi, je ne savais pas ce que ça a fait. Mais là, on le voit clairement, 13,4 le taux de chômage a vraiment beaucoup monté. Et par la suite, mais ça l'a fait pour toutes les catégories. Ça l'a fait aussi pour la population qui est née au Canada. Puis par la suite, là, on voit que la situation s'améliore beaucoup depuis 2020 et le taux de chômage est rendu quand même relativement bas.
Et même les immigrants récents ont 8,2 de taux de chômage, qui est quand même assez bon pour les immigrants récents qui ont toujours des taux de chômage quand même assez élevés. Puis l'écart s'est beaucoup rétréci, dans le fond, avec la population née au pays. Donc, c'est ce qu'on voit, puis ça, c'est les chiffres canadiens. Maintenant, on regarde au Québec, juste pour avoir une idée, comparer comment ça se passe au Québec. On voit au Québec, bon, d'emblée, les taux de chômage sont plus élevés en 2006, mais ça, c'est quelque chose qui est connu, les économistes savent ça. Et on voit, regardez comment les immigrants récents étaient élevés au niveau du taux de chômage par rapport aux autres. Puis regardez en 2022. Bon, là, en 2020, on voit aussi le choc de la pandémie. Le taux de chômage de tout le monde a pas mal augmenté, de tous les groupes. Et là, on regarde en 2022, là aussi, l'écart s'est beaucoup rétréci entre les immigrants récents et la population née au pays. Les immigrants récents avaient un taux de chômage de 7,9 puis la population de 3,8. Donc, c'est quand même pas très éloigné. C'est sûr que ça ne dit pas tout. Puis ici, ce qui est aussi, ça, je ne l'ai pas précisé encore, mais il faut que je le dise parce que je travaille beaucoup avec les statistiques, c'est que là, c'est des statistiques descriptives. Tout ça, les écarts sont petits, mais ça ne compte pas le fait que, par exemple, les immigrants récents sont peut-être 2 fois plus scolarisés que la population née au pays. Donc, il y a comme l'écart pourrait être plus grand si on contrôlait, par exemple, pour le niveau de scolarité. C'est une nuance que je veux dire, mais quand même, quand on les prend dans l'ensemble, on voit que l'écart s'est rétréci de façon générale. Donc, le taux d'activité, on voit aussi, dans le fond, les différents groupes au Canada. Ce qu'on remarque, c'est la population née au Québec, au Canada, sont en vert et les immigrants reçus depuis 5 ans au moins sont aussi en orange. Et là, ce qu'on voit, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas actifs qui ont un taux de chômage plus élevé, parce qu'ils sont beaucoup plus actifs. Leur taux d'activité est à 77,9 en 2022. Puis la population née au pays, c'est 65,1. Donc, ils sont très actifs. Mais ça peut représenter le fait qu'ils sont plus jeunes. Donc, la population née au pays. Donc, c'est ça, c'est toutes des nuances que là, je vous donne des chiffres, mais c'est des nuances qu'il faut réfléchir. Puis, si on regarde, si vous regardez les immigrants de longue date qui ont des chances d'être plus âgés que les immigrants récents, les immigrants les immigrants de 10 ans sont en jaune. On voit que leur taux d'activité est plus petit et plus faible que le taux d'activité de la population canadienne en général. Donc, ça donne une idée parce qu'eux sont probablement aussi plus âgés. Fait que c'est des nuances. C'est pour ça qu'il faut faire des modèles pour confirmer nos trucs, mais ça donne quand même une idée de comment ils s'insèrent dans le marché du travail. Oui. J'ai été trop vite. Taux d'activité au Québec, on voit, c'est un peu le même portrait que dans le reste du Canada. On voit que les immigrants récents sont plus actifs que la population née au Canada. Puis, encore une fois, les immigrants qui sont reçus depuis plus de 10 ans sont ici, cette fois-ci, plus actifs que la population née au Canada. Donc, au niveau de l'activité, ce que ça veut dire, c'est qu'au niveau du taux d'activité, les immigrants, ils font des démarches, puis ils veulent qu'ils soient en emploi ou qu'ils soient chômeurs, ils veulent travailler parce qu'il y a un grand pourcentage d'entre eux qui sont actifs et une faible proportion qui sont inactifs. Donc, c'est ce que ça dit. Ici, au niveau du taux d'emploi, dans le fond, encore une fois, on voit les mêmes tendances, puis on voit aussi en 2020, pour le taux de chômage et le taux d'emploi, on voit vraiment la pointe pour la pandémie en 2020. On voit que les taux d'emploi ont beaucoup diminué. Donc, ça, c'est les personnes qui sont occupées sur la population en âge de travailler. Donc, pour tous les groupes, ont eu une baisse du taux d'emploi pendant le début de la pandémie, mais on voit que là, ça commence à remonter. Si on compare le chiffre, par exemple, de la population née au Canada, là, les taux, c'est 62 à peu près. Puis si on regarde en 2006, c'était 64 Donc, ça a un petit peu baissé leur taux d'emploi sur les dernières 10-15 dernières années. Par contre, si on regarde les immigrants reçus dans l'ensemble, ici, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit qu'en 2022, l'ensemble des immigrants au niveau du taux d'emploi a dépassé la population née au Canada. Donc, c'est intéressant de voir que là, le graphique s'entrecoupe, puis les immigrants ont un taux d'emploi qui est un petit peu supérieur au taux d'emploi de la population née au pays.
Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, ça veut dire que la situation s'est améliorée. Puis, si on regarde au Québec, bien, le portrait est quand même assez similaire. Les immigrants reçus ont un taux, bien, même l'écart est plus grand. Si vous voulez, les immigrants reçus en moyenne ont 65,9 de taux d'emploi. Puis, si on regarde la population née au Canada, c'est à 60,5. Donc, les immigrants ont en moyenne aussi dépassé le taux d'emploi de la population née au pays. Donc, ça, c'était au niveau des indicateurs. Puis, j'ai oublié de dire que ces statistiques-là étaient appuyées sur l'enquête sur la population active de Statistique Canada. C'est écrit en dessous, mais je le dis aussi oralement. J'ai pris les données annuelles. Donc, cette enquête-là, c'est quand même plusieurs ménages au Canada. Je pense 56 000 ménages au Canada. C'est des panels, puis il y a des sondages mensuels, puis ils prennent des moyennes mobiles, mais à la fin de l'année, ils font une compilation pour toutes les données annuelles. Donc, c'est quand même, il y a beaucoup de gens là, dans ces statistiques-là qui ont été considérés. Donc, les chiffres sont quand même assez fiables. Donc, ça va pour dans le fond, l'insertion des immigrants dans le marché du travail. En gros, ce que ça dit, c'est que de façon générale, les immigrants ont un taux de chômage qui est un petit peu plus élevé encore que la population née au pays, mais ils sont plus actifs, puis ont un taux d'emploi qui est quand même très similaire en 2022. Au niveau de la rémunération horaire moyenne au Canada, on voit les tendances. Premièrement, ça a augmenté. Ça, c'est la bonne nouvelle. Hein. Le salaire horaire moyen a augmenté de 2006 à 2022. Et on voit aussi que la population née au Canada est dépassée par les immigrants arrivés depuis plus de 10 ans, hein, en 2006. Et l'écart, par contre, se rétrécit si on regarde en 2022. Donc, l'écart entre les immigrants de longue date et la population née au Canada est favorable aux immigrants arrivés depuis 10 ans. Par contre, la différence de salaire horaire moyen est quand même plus faible en 2022 qu'elle ne l'était en 2006. Et on regarde les tendances, dans le fond, les immigrants arrivés entre 5 et 10 ans et les immigrants qui sont arrivés depuis 5 ans au moins sont pas mal égales dans le marché du travail actuellement. Donc, les immigrants très récents, d'habitude, sont toujours en bas de tout le monde, mais au niveau de la rémunération horaire moyenne, le graphique montre qu'ils suivent, dans le fond, depuis 2021, là, la même tendance que les immigrants qui sont arrivés entre 5 et 10 ans. Donc, ce qui est aussi une bonne nouvelle pour la rémunération horaire moyenne au Canada. Si on regarde au Québec, la tendance est quand même assez similaire et à la hausse également. Par contre, la population née au Canada, si vous regardez en 2022, c'est encore eux qui ont la rémunération horaire moyenne la plus élevée. L'ensemble des immigrants est en orange, donc est quand même pas mal plus bas. Donc, le salaire horaire moyen en 2021, c'est 31,43 de l'heure. Et pour les immigrants, l'ensemble des immigrants, c'est 28,47 de l'heure. Donc, c'est quand même pas mal moins élevé. Là, si on prend ça à l'heure, ça peut faire des différences quand on met ça annuellement. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer, mais ça a quand même augmenté. Puis, les écarts se sont quand même maintenus, si je dirais. Il y a des années où c'était pire, mais par rapport à 2006, si on prend ce point-là de comparaison, l'écart est quand même demeuré stable au Québec au niveau de la rémunération horaire. Donc, ça conclut ce que j'avais à vous dire, dans le fond, sur les données de l'enquête sur la population active. Donc, ça, c'était des données qui ont été tirées de cette enquête-là. Pour ce qui est des données sur les conditions de travail et la qualité de vie au travail, malheureusement, je n'avais pas accès à des données plus récentes que les données de l'enquête sociale générale sur les Canadiens au travail et à la maison, qui a été réalisée en 2016. Moi, c'est mon enquête préférée présentement. Donc, il y a plein de choses là-dedans. Il y a plein de questions qui sont reliées au travail. Ça, moi, je suis formée en relations industrielles. Hein, fait que là-dedans, il y a à peu près 2500 questions. Puis, pour les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai travaillé directement sur les fichiers les fichiers de microdonnées à grande diffusion. Donc, je ne suis pas allée au labo du CIS. Si tu demandes à Statistique Canada, tu peux faire la demande d'avoir accès à l'enquête à la maison. C'est sûr, là, moi, je suis professeur, mais vous êtes étudiant, vous y auriez accès aussi. Puis, ils t'envoient les données avec le questionnaire. Donc, je trouve ça intéressant là, de voir qu'on peut quand même faire des belles analyses puis avoir des réponses à certaines questions qu'on se pose avec cette enquête-là. Puis, vous voyez, là, mon échantillon pour ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est 7555 personnes. C'est difficile de recueillir 7555 personnes par des sondages qu'on initie nous-mêmes.
Et puis, en plus, eux autres, ils ont des techniques d'échantillonnage là, qui sont vraiment très poussées, là, que c'est très difficile pour une équipe de recherche externe de faire ça. Donc, ici, ce que je vous présente, c'est principalement des conditions de travail, comme là, on voit la répartition des immigrants et des non-immigrants selon le nombre d'heures travaillées par semaine. On peut voir, dans le fond, qu'il y a où est-ce qu'il y a des étoiles, c'est où est-ce qu'il y a des différences significatives. S'il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de différence significative. Donc, si on regarde ça de façon froide, les 5 tableaux, autant pour le nombre d'heures travaillées que pour le revenu d'emploi annuel avant impôt, que pour l'emploi permanent, le fait d'avoir un emploi permanent, puis l'horaire de travail de jour régulier, qui est l'horaire standard, si vous voulez. Puis souvent, les meilleurs emplois ont ce type d'horaire-là. Donc, on voit qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les immigrants et les non-immigrants, mais ça, c'est des données qui datent de 2016. Malheureusement, il n'y en avait pas des plus récentes. La seule différence significative au Canada, c'est que les Canadiens de naissance sont plus nombreux en proportion à travailler 41 heures et plus par semaine. Là, je n'ai pas fait une analyse poussée de ça, mais dans la littérature, il y a toutes sortes de choses qui se disent là-dessus, parce que 41 heures, c'est pas si pire, mais souvent, ça va être 50, 60, 70. Et les longues heures de travail, c'est pas nécessairement quelque chose de positif au niveau du bien-être des employés. C'est un des plus grands facteurs de risque pour avoir des problèmes de santé mentale au travail, puis d'épuisement professionnel, c'est le nombre d'heures travaillées. Donc, c'est pas nécessairement une bonne chose que les Canadiens de naissance aient plus tendance, si vous voulez, ou sont plus proportionnellement nombreux dans la catégorie des 41 heures et plus. Donc, ce n'est pas nécessairement un avantage. Donc, somme toute, on peut dire qu'au niveau des conditions de travail au Canada, il n'y a pas de grands écarts qui sont ressortis des données de l'enquête sociale générale. Maintenant, si on regarde, c'est les mêmes statistiques, mais au Québec, l'échantillon est un petit peu plus petit. C'est 1195 personnes, ce qui est quand même assez grand. Et on voit, si on regarde de façon rapide les graphiques, au Québec, il y a une seule étoile également. C'est pas la même. C'est au niveau du revenu personnel avant impôt. On l'a vu au Canada en 2022. L'ensemble des immigrants avaient dépassé les Canadiens de naissance. En 2022, au Québec, ce n'était pas le cas. Mais vous voyez qu'il y a comme un recoupement ici qu'on fait parce que les immigrants sont 24 dans le fond, à se retrouver dans la catégorie de revenus d'emploi annuel de moins de 25 000 par année, alors que les non-immigrants sont à 12 Donc là, il y a un écart, c'est presque le double d'immigrants dans cette catégorie-là. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est une différence qui est significative, qui n'est pas nécessairement positive pour les immigrants au Québec. Et ça appuie, dans le fond, ce que j'avais trouvé dans ma thèse de doctorat au niveau de la qualité de vie au travail, où est-ce qu'il y avait des plus grands écarts entre les immigrants et les natifs au Québec que dans l'ensemble du Canada. Donc, c'est la seule différence. Au niveau de la permanence, de l'horaire de travail, puis des heures travaillées, il n'y avait pas de différence qui était statistiquement significative avec cet échantillon-là. Donc, ça conclut ce que je voulais vous dire sur les conditions de travail. Donc là, moi, quand je travaille sur les indicateurs du marché du travail, il y a deux choses qui m'intéressent. Les conditions de travail, qui sont, selon moi, les choses qui sont objectives, comme par exemple le nombre d'heures travaillées. Ça, c'est une condition de travail objective. Est-ce que tu es satisfait du nombre d'heures que tu travailles? Là, on vient d'entrer dans la qualité de vie au travail. Dans ma perception à moi, est-ce que j'aime le nombre d'heures travailler? Parce qu'il y a des gens qui vont travailler 40 heures par semaine puis ils vont être satisfaits. Il y a des gens qui vont travailler 40 heures par semaine, ils vont dire « Oui, mais moi, j'aimerais mieux travailler 30 heures par semaine. » Donc, ce n'est pas le nombre d'heures travaillées qui a le plus gros impact sur le bien-être des travailleurs. Souvent, c'est la qualité de vie au travail parce que c'est l'appréciation de la personne par rapport à son emploi et par rapport à ses conditions de travail. Donc, là, on tombe dans ce qui est perceptuel ou subjectif, si vous voulez. Donc là, quand je vous ai parlé des conditions de travail, c'est combien d'heures tu travailles, ça. Il n'y a pas de perception. Combien tu gagnes, il n'y a pas de perception. Là, on est dans des indicateurs que je trouve, moi, encore plus intéressants parce que je sais que c'est eux qui affectent le plus les variables comme la détresse psychologique, l'épuisement professionnel. C'est la qualité de vie au travail, donc c'est la perception subjective de ton emploi. Donc, les indicateurs que j'ai fait sortir pour vous, c'est la satisfaction en emploi, le sentiment d'appartenance à l'organisation, le sentiment d'accomplissement dans son travail,
Le sentiment de faire un travail utile, ça, c'est intéressant parce qu'on pourrait faire j'ai accès au secteur d'activité dans les administrations publiques. Ce serait très intéressant de voir si les gens ont un sentiment de faire un travail utile plus élevé que dans les organisations privées. Je ne l'ai pas fait là, parce que ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, il y a des variables très intéressantes et la répartition de la perception de discrimination sur lequel on va s'entretenir plus longuement par la suite. Donc, au Canada, on voit qu'au niveau de la satisfaction en emploi, les taux sont quand même très élevés, hein, 85,5 % des non-immigrants sont satisfaits de leur emploi et 86,5 % des immigrants au Canada sont satisfaits de leur emploi. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On est comme heureux au travail en majorité, en grande, forte majorité. Puis c'est pas des données qui sont nécessairement nouvelles parce qu'avec l'enquête sociale générale de 2011, j'avais trouvé la même chose dans une publication avec Céline Lebourdet. Donc c'est quelque chose qu'on a des taux de satisfaction en emploi quand même très élevés. Des fois, ça paraît pas. J'ai déjà eu des discussions à l'ISQ avec des personnes qui travaillaient beaucoup sur ces indicateurs-là. Puis elle disait, ça se peut pas, tout ce que j'entends, que les gens, ils détestent leur emploi. Elle dit, les gens, ils manquent dans l'enquête. C'est comme, mais c'est des taux qui sont, c'est vrai, très élevés par rapport à tout ce qu'on peut entendre dans nos faits, dans nos connaissances de gens qui sont insatisfaits de leur emploi. Quand on leur demande dans une enquête, cochez, êtes-vous satisfait, très satisfait, ni satisfait, ni insatisfait. Ils cochent soit satisfait ou très satisfait. Je vous le dis, la grande majorité, parce que moi, ça fait comme plusieurs enquêtes sociales générales où est-ce que je suis ces indicateurs-là et c'est quand même pas mal tout le temps élevé au Canada. Le sentiment d'appartenance à l'organisation, aussi 80 pour les deux groupes. Au niveau du sentiment d'accomplissement, ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que 70 % par rapport aux 85-86 % des autres indicateurs, c'est quand même plus faible. Donc, ça veut dire que les gens se sentent moins accomplis. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les immigrants et les natifs dans cet indicateur-là. Puis souvent aussi dans les indicateurs comme ça perceptuels, quand on contrôle d'autres variables, parce que ça, c'est des analyses descriptives, souvent les immigrants vont sortir comme étant plus satisfaits de leur emploi. Donc ça, c'est un fait intéressant, même s'ils ont des moins bonnes conditions de travail objectives, ils sont quand même très satisfaits. Mais ça peut être dû à l'expérience d'immigration ou est-ce qu'ils comparent, ça dépend toujours de tes attentes, puis ils comparent aussi à ce qu'il y aurait comme conditions de vie ou qualité de vie dans leur ancien pays avant l'immigration. Donc, c'est peut-être ça qui pourrait expliquer, mais il y a déjà des enquêtes qui ont montré que les immigrants sont souvent plus satisfaits de leur emploi que la population native. Sentiment de faire un travail utile, 86 et 84 %, ce qui est élevé, mais il n'y a pas de différence significative. Et ma chère perception de discrimination, où on voit un taux de 12,5 % de personnes immigrantes qui disent avoir vécu de la discrimination au travail dans les 12 derniers mois. Donc, ce n'est pas une fois dans notre vie, là, c'est de l'année dernière, avez-vous vécu avez-vous été victime de discrimination au travail? Il y a 12,5 % des immigrants qui disent oui. Et dans les non-immigrants, c'est 8,2 %. Donc là, l'écart, c'est le seul écart statistiquement significatif entre les deux groupes. Ça, c'est pour le Canada. Maintenant, au Québec, on voit on est encore plus satisfait de nos emplois au Québec. Donc, on est positif, les Québécois. On aime travailler. Peut-être parce qu'on travaille moins d'heures, par exemple. Ça, c'est aussi un fait qu'il faut mentionner. Mais on voit que les immigrants, même 90,6 % des immigrants sont satisfaits de leur emploi. Là, c'est sûr que si j'avais mis ça dans des modèles, là, je suis pas mal sûre que les immigrants auraient sorti plus descriptivement, non, mais quand tu contrôles les autres caractéristiques, probablement que cet écart-là aurait pu sortir statistiquement significatif. Au niveau du sentiment d'appartenance, 83 % pour les deux groupes. Le sentiment d'accomplissement, également 70 %. Il y a les non-immigrants qui sont un peu plus accomplis. Donc, on est un peu plus accomplis que 76 %, mais par contre, l'écart n'est pas statistiquement significatif. Pour ce qui est du sentiment de faire un travail utile, 88,5 %, 83 %, c'est quand même très élevé. Et au niveau de la perception de discrimination, vous l'avez vu tout de suite, hein, c'est très élevé au Québec, 14,5 % par rapport à 5,5 % des non-immigrants. Ça, on va le voir dans les prochaines acétates, parce que dans les prochaines acétates, mon objectif, c'est dans le fond, je ne vais pas vous faire perdre votre temps d'analyser tous les indicateurs de qualité de vie au travail. Je me suis dit, je vais me centrer sur l'indicateur où il y a une différence significative entre les immigrants et les natifs. Donc, je me suis, dans le fond, j'ai produit des modèles de régression logistique avec la perception de discrimination. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis comme variable contrôle le secteur d'activité, le niveau de scolarité puis l'âge.
des personnes. Puis, je voulais regarder, dans le fond, c'est quoi les caractéristiques démographiques qui expliquent le mieux la perception de discrimination. Et puis là, je n'ai pas été étonnée là, parce que j'ai déjà travaillé beaucoup aussi sur l'équité homme-femme dans le marché du travail. Donc là, on voit, ça, c'est des rapports de cote. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Vous êtes sûrement meilleur que moi dans les chiffres en tant qu'ingénieur. Mais rapports de cote, c'est en fait, quand c'est plus grand que 1, ça veut dire que le fait d'être une femme, ça augmente ta probabilité de percevoir de la discrimination. Donc là, un rapport de cote de 1,75, ça veut dire que les femmes ont 75% plus de risque de percevoir de la discrimination que les hommes. C'est toujours par rapport à l'autre groupe. Si on regarde les immigrants, c'est quand même intéressant parce que dans nos statistiques descriptives, c'est un peu pour ça que j'ai fait le bémol sur on fait sortir des chiffres descriptifs, mais des fois, quand on contrôle des variables, ça change un peu la donne. Donc, pour ce qui est des immigrants, le rapport de cote n'est pas statistiquement différent des non-immigrants au niveau de la perception de discrimination. Et je voulais mettre, parce que je le savais déjà des autres travaux que j'avais conduits dans ma vie, l'identification à une minorité visible. Donc, juste pour voir, c'est-tu le fait d'être immigrant le problème qui fait en sorte qu'on pense subir de la discrimination ou c'est le fait d'avoir la peau d'une autre couleur que blanc? Donc, de s'identifier à une minorité visible. Et on voit que les personnes qui s'identifient à une minorité visible ont 63% plus de risques de percevoir de la discrimination au Canada. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que, dans le fond, dans ma thèse, moi, je me suis centrée sur les immigrants, mais j'avais quand même fait des analyses avec les minorités visibles. Ça sortait aussi que l'identification de minorités visibles, c'était très pénalisant au niveau de la qualité d'emploi dans le marché du travail. Mais là, on le revoit. Puis quand on met les deux ensemble dans la même régression, ce qu'on voit, c'est que l'identification de minorité visible est plus saliente, en fait, plus prépondérante, elle a un effet prépondérant sur la perception de discrimination par rapport au fait d'être immigrant. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant comme résultat. Puis, j'ai refait la même chose au Québec pour voir si c'était la même chose au Québec. Et je le savais que ce n'était pas la même chose parce que j'avais des résultats de thèse. Bien, je me doutais, si vous voulez. J'avais des résultats de thèse qui démontraient une situation différente au Québec. Au Québec, l'écart homme-femme est beaucoup plus faible au niveau de la qualité d'emploi. Ça, je le savais. Puis j'avais fait c'était pas sur ça ma thèse, mais j'avais fait un long bout dans ma discussion là-dessus parce que l'écart homme-femme au Canada, au niveau de la qualité d'emploi, est très grand, est plus grand qu'entre un immigrant et un non-immigrant homme. Donc, les femmes sont plus pénalisées sur le marché du travail au Canada, dans le reste du Canada, mais au Québec, les femmes sont très près des hommes. L'écart est plus faible. Et là, on le voit au niveau de la perception de discrimination, les femmes n'ont pas plus de risque de vivre de la discrimination que les hommes dans le marché du travail au Québec. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Au niveau des immigrants, vous voyez, le rapport de cote n'est pas statistiquement significatif, mais il est en bas de 1. En bas de 1, ça veut dire que le groupe d'immigrants a moins de risques de penser qu'il a subi de la discrimination dans le marché en emploi qu'un non-immigrant. Par contre, le rapport de cote n'est pas statistiquement significatif, mais ça veut dire quand même que le risque au niveau des immigrants est quand même faible. Et là, si on regarde au niveau de l'identification à une minorité visible, là aussi, c'est comme au Canada, c'est vraiment cette variable-là sociodémographique qui fait en sorte que les gens ont tendance à percevoir de la discrimination. Donc, ça a 7,8 fois plus de risques de se percevoir qu'on a subi de la discrimination au travail quand on s'identifie à une minorité visible que quand on a la peau blanche. Donc, c'est vraiment quand même quelque chose, un rapport de cote très élevé. Donc, c'est le 14% descriptif, là, il sort. On pensait que c'était les immigrants, mais quand on met l'identification de minorité visible, on voit que c'est peut-être pas tout à fait le statut d'immigrant qui explique ça. Là, ce que j'ai décidé de faire, parce que je travaille souvent avec l'approche d'intersectionnalité, qui est la combinaison de plusieurs intersections au niveau de l'identité de la personne. Parce que de la littérature, Crenshaw dit que c'est pas le fait de s'identifier à un groupe qui fait qu'on va subir la discrimination au travail, mais le fait c'est nos combinaisons d'identification. Comme par exemple, moi, je suis une femme québécoise avec une langue maternelle française qui vient d'une région. Vous allez sûrement
constater mon accent régional québécois. Donc, ça, c'est la combinaison de mes identifications. Puis c'est ça qui fait, dans le fond, pour étudier la discrimination, elle a dit qu'il faut tenir compte de toute cette combinaison d'identités-là. Donc, souvent, ce que je fais, puis je suis une chercheure quand même assez rare parce que moi, je le fais. La plupart des chercheurs qui travaillent là-dessus font du qualitatif. Moi, j'aime ça le faire avec des enquêtes sociales. Moi, je croise mes variables, je fais des catégories, puis je trouve que c'est encore plus porteur parce que quand on croise ça, comme par exemple, j'avais fait une étude sur le revenu d'emploi des femmes immigrantes membres d'une minorité visible au Québec et au Canada avec les recensements de la population, puis on voyait que ce croisement d'identité-là, là, ça donne une grosse pénalité par rapport à, par exemple, être un immigrant blanc. Bien, un immigrant blanc dans le marché du travail, des fois, ça performe mieux au Canada qu'une personne qui est née au pays. Donc là, c'est un peu là où je vous amène en faisant mes croisements. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai croisé ma variable immigrant minorité visible parce que je voulais, dans le fond, comparer tout le monde aux natifs blancs. Et quand on regarde, bon, les femmes, ça reste pareil, c'est le même rapport de cote. Et là, vous voyez, c'est qui le groupe qui est significativement, dans le fond, plus à risque de penser avoir vécu de la discrimination dans le marché du travail. Mais au Canada, on voit que c'est la combinaison d'être immigrant et s'identifier à une minorité visible. Alors que le fait d'être natif et minorité visible, bon, il y a un rapport de cote qui est statistiquement significatif à 10 donc, dans ce temps-là, à l'Institut de la statistique du Québec, on me disait de parler de tendance. Je ne peux pas dire qu'il y a un écart significatif, mais ma barre, elle veut dire qu'il y a une tendance à ce que les natifs minorités visibles se perçoivent plus discriminés, mais je ne peux pas dire que c'est un écart significatif. Et pour ce qui est des immigrants blancs, le rapport de cote, c'est genre 2,4 que ça donnerait, puis ce n'est pas statistiquement significatif. Donc, le fait d'être immigrant blanc, ça ne pénalise pas au niveau de la perception de discrimination. Donc, j'ai fait la même chose au Québec. Et voyez maintenant les résultats. Donc, les femmes, ça reste pareil. Il n'y a pas d'écart significatif au niveau de la perception de discrimination. Immigrants blancs, 0,46. Donc, un rapport de cote inférieur de près de 60 mais qui n'est pas statistiquement significatif. Donc, on peut dire que ils sont égaux, si vous voulez, au niveau par rapport aux natifs blancs. Si vous regardez les natifs minorités visibles, 6,9, presque 7 fois plus de risque de se sentir qu'on a vécu de la discrimination en emploi. Puis les immigrants et minorités visibles, c'est 5,7 C'est 5,7 fois plus de risque de penser qu'on a vécu de la discrimination que si on était un natif blanc. Donc là, si on regarde ça froidement, au Québec, ce qui pénalise, c'est le fait de s'identifier à une minorité visible. Qu'on soit natif. Donc là, tout ce qui s'applique, parce que dans la littérature, souvent, il y a des économistes de droite là, qui vont dire « Ah oui, mais c'est normal que les immigrants soient désavantagés sur le marché du travail au départ parce qu'ils ont des diplômes étrangers, puis là, leur capital humain n'est pas nécessairement transférable et un paquet d'autres raisons qui feraient que ça serait acceptable qu'il y ait un écart, mais là, si on regarde, les natifs sont quand même nés au Canada, là. C'est le fait qu'on n'a pas la peau de la couleur blanche qui fait qu'on pense avoir vécu de la discrimination. Donc, ce n'est pas la reconnaissance ou toutes les barrières professionnelles au niveau de la reconnaissance des acquis qui parlent, là. C'est vraiment, ce qu'on voit, c'est que les deux groupes de minorités visibles perçoivent avoir vécu beaucoup plus de discrimination. J'ai découpé ça, je voulais le croiser avec le sexe pour voir, parce qu'au Québec, je me suis dit peut-être qu'il y a certains groupes de femmes qui sont désavantagés vu que le statut de femme n'a pas pénalisé jusqu'ici. Fait que j'ai voulu regarder si on croise les 3 variables sociodémographiques. Donc, mon groupe de comparaison, c'est les hommes natifs blancs. Et là, on voit toutes les autres catégories. Et on voit qu'au Canada, dans le fond, toutes les catégories ont un écart statistiquement significatif par rapport aux hommes natifs blancs. Ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir que les hommes immigrants blancs, eux, ont un rapport de cote de 0,37, ce qui veut dire qu'ils ont 60 moins de chances de penser qu'ils ont vécu de la discrimination que les hommes natifs blancs. Donc, eux sont moins à risque de percevoir les immigrants blancs. Et on voit que les femmes qui
qu'ils soient natives, pas natives, blanches, immigrantes, ils sont tous désavantagés par rapport aux hommes natifs blancs. Donc, c'est en gros, au Canada, dans le fond, il y a seulement les hommes immigrants blancs qui n'ont pas plus de risques de vivre de la discrimination, de percevoir avoir vécu de la discrimination dans le marché du travail l'année précédente. Et au Québec, on voit qu'il y a beaucoup moins de groupes qui sont statistiquement significatifs. On voit que les femmes natives blanches n'ont pas un rapport de code différent des hommes natifs blancs, ce qui est une bonne nouvelle pour les femmes natives blanches. Pour ce qui est des hommes immigrants blancs, en fait, le tiret, ce que ça veut dire, c'est qu'il y avait 0 homme de cette catégorie-là qui avait perçu avoir vécu de l'immigration, de la discrimination au travail l'année précédente. Donc, ils ne pouvaient pas me sortir un rapport de cote, mais dites-vous qu'ils n'ont pas une très grande probabilité de percevoir avoir vécu de la discrimination puisqu'il n'y en avait pas dans l'enquête de ce groupe-là. Puis les autres groupes sont tous désavantagés par rapport aux hommes natifs blancs au niveau de la perception de discrimination. Le groupe le plus désavantagé, c'est les hommes natifs minorités visibles et les femmes immigrantes minorités visibles. Donc, pour les hommes qui sont nés au pays, la situation pour la perception de discrimination est quand même très élevée, 12 fois plus élevée. Donc, ça, c'est quand même assez préoccupant. Donc, ceci étant dit, je suis rendue à la discussion. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que je parle, mais ça devrait être correct. Donc, en gros, si je fais un résumé, parce que je vous ai quand même présenté plusieurs résultats, ce que les résultats disent, c'est qu'en 2022, le taux de chômage des immigrants est encore plus élevé que celui de la population née au Canada, mais leur taux d'activité et leur taux d'emploi ont dépassé la population née au Canada, donc sont plus actifs et ils sont plus occupés que les Canadiens de naissance. Donc, l'accès à l'emploi des immigrants par rapport aux non-immigrants semble donc s'être amélioré depuis la pandémie, donc depuis 2020, et aussi par rapport aux années 2006, par exemple, donc sur la longue tendance. En 2022, les immigrants affichent un désavantage au niveau du salaire horaire moyen. Donc, on l'a vu. En 2016, il y a eu peu de différences significatives qui ont été observées entre les conditions de travail des immigrants et des non-immigrants. Au Canada, le seul écart statistiquement significatif, c'est que les natifs sont plus représentés dans la catégorie d'heures qui est 41 heures et plus. Puis au Québec, la seule différence significative au niveau des conditions de travail objectives, c'est qu'il y avait les immigrants étaient proportionnellement plus nombreux à gagner moins de 25 000 par année avant impôt. Donc, au niveau de la qualité de vie au travail, il y a eu aussi peu d'écarts qui ont été constatés à partir de l'enquête sociale générale de 2016 entre les immigrants et les non-immigrants. La seule indicateur que j'ai compilé qui avait un écart statistiquement significatif, c'était au niveau de la perception de discrimination au travail. Pourquoi on s'intéresse à la perception de discrimination au travail, je l'ai dit brièvement, mais notamment dans l'article avec Marie Lachapelle et Sébastien Keefe, j'ai montré que la perception de discrimination augmentait beaucoup le stress au travail, puis diminuait la santé mentale. Donc, ça, par la suite, va se répercuter sur toutes sortes de coûts sociaux, parce que les gens, quand ils s'absentent du travail, ça a des coûts sociaux. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de s'intéresser à la perception de discrimination. Donc, malgré les résultats descriptifs, ce que j'avais montré comme taux descriptif au niveau de la perception de discrimination, les régressions logistiques ont plutôt montré que la perception de discrimination varie davantage en fonction du genre et de l'identification à une minorité visible qu'en fonction du fait d'être immigrant au Canada. Donc, au Québec, seule l'identification de minorité visible accroît le risque de percevoir avoir vécu de la discrimination. Les femmes et les immigrants n'ont pas un risque différent quant à cette perception-là. Donc, selon nos résultats qu'on a produits pour la présentation d'aujourd'hui et ceux de l'étude qui est citée dans la diapositive, ce seraient les caractéristiques démographiques qui sont visibles qui augmentent la perception de discrimination au travail de manière importante, plutôt que les caractéristiques qui sont invisibles, comme le fait d'être immigrant. Donc, quelqu'un ne peut pas savoir si on est immigrant en nous regardant. Par contre, quelqu'un peut savoir si on n'a pas la peau blanche et si on est une femme, la plupart du temps. Donc,
La plupart du temps, non, mais c'est pour être inclusive que je dis ça, c'est pas une blague. Mais c'est ça, la plupart du temps, les gens le savent. Donc, c'est pas non plus un hasard que c'est ces caractéristiques-là qui ont un effet sur la perception de discrimination, puisque la discrimination, c'est un phénomène, dans le fond, qui est lié, dans le fond, au fait d'avoir un endogroupe ou un exogroupe. Donc, si tu ne vois pas que l'autre personne est dans un exogroupe, c'est difficile de la pénaliser pour ça, alors que quand c'est visible, c'est facile de voir que la personne fait partie de l'exogroupe. Donc, l'aspect visible de la chose, je pense que c'est quand même quelque chose qui ressort de ce que je vous ai montré comme chiffre. Puis, malgré les efforts du gouvernement pour promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion au Canada, des efforts supplémentaires sont souhaitables pour améliorer l'inclusion dans les organisations afin de réduire la perception de discrimination au travail parmi ces groupes. Parce que, en fait, aussi, si on perçoit avoir été discriminé, on ne se sent pas inclus dans notre travail. Puis si on n'est pas inclus dans notre travail, c'est difficile de contribuer au niveau de l'équipe. Donc, il va y avoir toutes sortes d'autres enjeux qui vont découler de ça. Donc, puis moi, c'est même dans les organisations, je pense que c'est un indicateur vraiment important parce que le sentiment d'inclusion va être même favorable à la performance au travail, au bien-être au travail. Donc, puis c'est ça, ça a rapport avec le climat de sécurité psychologique. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut enrayer, même si ce n'est pas de la discrimination qu'on a vue ou qu'on sait qu'il a existé, mais la personne, si elle le sent, ça va avoir des répercussions par la suite de façon inévitable. Donc, sur ce, je vous remercie de l'écoute attentive. Bon, écoute, merci beaucoup. On a, comme on peut le voir, beaucoup de questions de la maison. Avant d'aller à la pause, je vais t'en poser quelques-unes. Donc, la première, c'est est-ce que, parlant d'immigrants récents, le temps passé au Québec comme résident temporaire avant d'obtenir la résidence est pris en compte? Là, j'imagine que c'est pour le 5 ans, le 10 ans. Parce que, est-ce que cela aura un effet direct sur l'intégration au marché du travail? Non, en fait, dans les statistiques de Statistique Canada, je ne suis pas certaine à 100% de savoir comment ils compilent le fait d'être immigrant récent, mais je crois que c'est à partir de la date de devenir résident permanent. Là. Okay. Donc, les années avant. Je pense pas que donc, ça à vérifier, compte. mais c'est possible. Oui, c'est à vérifier, mais je pense pas que ça compte les années. Si on est arrivé comme en immigration temporaire, je pense pas que la personne va répondre 5 à 10 ans. Je pense que c'est à partir de la date de résidence. Mais il faudrait que je vérifie dans les questions de StatCan. C'est ça, les graphiques que tu avais sur le taux d'emploi, taux d'activité des immigrants par rapport aux natifs. Là, est-ce que c'était toutes les catégories d'immigrants selon les immigrants économiques? Autrement dit, est-ce que ça inclut les réfugiés? Oui, ça inclut tout le monde. Les réfugiés. Oui. Oui, puis parce que je vais expliquer pourquoi. J'aimerais beaucoup ça, les prendre à part, mais sur les données jusqu'en 2006, la donnée dans les recensements n'était pas disponible. Donc, la question n'est pas toujours posée dans les enquêtes. Donc, on ne peut pas toujours regarder les immigrants économiques à part. Mais de façon générale, les immigrants économiques, j'avais regardé des statistiques là, avant la présentation du MIFI. Puis les travailleurs qualifiés et les immigrants économiques, si tu regardes l'intégration, ils sont vraiment en haut des autres, des réfugiés puis du regroupement familial. Donc, quand on parlait de la surqualification des immigrants économiques, on ne le voit pas ici parce que là, ça inclut aussi les réfugiés qui ne sont pas sélectionnés sur des critères de diplôme. Donc, OK. Mais je n'ai pas regardé la surqualification aujourd'hui, mais en tout cas, oui, la surqualification, quand on la prend à partir des données de StatCan, ce n'est pas toutes les enquêtes qui nous permettent d'évacuer, par contre, les réfugiés. Donc, souvent, les réfugiés sont pris en compte. OK. Une autre question, avez-vous regardé d'autres variables caractérisant les conditions de travail comme les agressions physiques et verbales, le harcèlement, des variables environnementales comme le bruit et la température? Les agressions physiques et psychologiques, avec l'enquête sociale générale que j'utilise, j'aurais pu le faire. Puis d'ailleurs, la question sur la discrimination perçue inclut aussi le harcèlement ou parce que c'est ça, c'est des questions qui sont issues de notre enquête qui n'a pas été faite cette année-là, mais sur la victimisation. Donc ça, j'aurais pu faire des analyses plus approfondies, ce que je n'ai pas eu le temps de faire. Par contre, les conditions de travail comme le bruit,
Puis, tu sais, la chaleur ou ces choses-là, dans cette enquête-là, c'était pas disponible. J'ai pas mal regardé les conditions de travail que j'avais. Je sais qu'en 2008, le Québec avait fait l'éco-test que j'avais analysé quand j'étais à l'Institut de la statistique du Québec, là. Puis eux, c'était une enquête sur les conditions de travail. Là, j'avais accès à ça, mais l'enquête, la date de 2008, donc là, c'est un peu loin dans le temps. Mais il y en a certaines enquêtes sociales avec ces questions-là, mais pas celles que j'ai utilisées. OK. Une autre question. A-t-on des données sur l'informalité, c'est-à-dire les conditions de travail des immigrants peu qualifiés qui sont hors des règles, les sans-papiers ou les sans-filet social, je ne sais pas même si c'est les réfugiés, qui se font capturer de leur arrivée au pays par des entreprises peu soucieuses du respect des droits humains? Est-ce que c'est un champ de recherche important au Québec et est-ce que c'est un épiphénomène? Écoutez, là, moi, je ne suis pas spécialisée du tout dans l'immigration en lien avec les réfugiés. C'est sûr que je pourrais vous dire que non, mais en fait, s'il y a des travaux là-dessus, je ne le sais pas. Puis s'il y a des enquêtes là-dessus au Canada, honnêtement, je ne le sais pas. Je n'ai jamais fouillé ça parce que mon expertise, c'est vraiment tout ce qui touche l'intégration au marché du travail. Tu sais, moi, je suis formée en relations industrielles. Fait que ça, je ne le sais pas. C'est sûr que je suis toujours comme un peu mal à l'aise de présenter l'immigration. Il faut vraiment comprendre c'est quoi les relations industrielles. Par contre, je ne dis pas que ce n'est pas un champ de recherche important, mais ça a tellement précis ce que la personne a dit que je doute qu'il y ait une enquête sociale là-dessus. Mais ce n'est pas impossible de Statistique Canada ou de l'Institut de la statistique du Québec, mais ce n'est pas impossible non plus. Il faudrait vérifier. C'est un sujet important. Les organisations gouvernementales font beaucoup en matière de DI, donc équité, diversité et inclusion, depuis quelques années. Mais qu'en est-il des entreprises privées? Je ne sais pas si c'est dans ton champ de compétences. Il me semble que la discrimination est bien réelle dans les PME et les grandes entreprises québécoises, même pour les enfants d'immigrants nés ici qui ont le malheur d'avoir un nom différent de type Mohamed. Ils auront mis la difficulté à se trouver un emploi. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, en fait, c'est ça dans les organisations. C'est un peu difficile parce qu'il y a des enquêtes employeurs, il y en a pas tant que ça, là, parce que là, on parle de tout ce qui est fait dans les organisations. Moi, je travaille dans une seule organisation. Je n'ai pas d'enquête là-dessus, mais c'est sûr que c'est super intéressant parce qu'au niveau de l'EDI, c'est sûr que plus tu es une grande organisation, plus tu as de chances d'avoir un conseiller en équité, diversité, inclusion. Plus tu es petit, parce que là, la personne nous parle des PME, mais malheureusement, dans les PME, c'est sûr que des fois, ils ont une personne en gestion des ressources humaines, puis elle fait aussi la paie, puis elle fait toutes les autres tâches reliées aux ressources humaines. Donc, les chances qu'elle s'occupe beaucoup de l'équité, diversité, inclusion sont plus faibles que dans une grande organisation. Je ne connais pas les chiffres là-dessus, mais c'est sûr que j'ai déjà travaillé comme conseillère en ressources humaines, puis je peux vous dire que même dans les grandes organisations, des fois, je questionnais les politiques de mes employeurs au niveau de l'équité, diversité, inclusion. Mais souvent, ce n'est pas nécessairement intentionnel comme pratique. C'est ça qui est le problème. Tu sais, je vais vous donner un exemple. J'avais un employeur, puis elle prenait comme tous les CV avec des diplômes étrangers, elle les mettait à côté. Là, je dis, mais là, c'est parce que tu ne peux pas faire ça. Elle dit, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Elle dit, fait que là, il faut que j'appelle au bureau des équivalences des diplômes. Puis elle dit, ça me prend comme. Puis moi, il faut que j'embauche tant de personnes pour dans un mois, là. C'était un gros chiffre de personnes. Fait que tout ça, elle, ce qu'elle voyait, ça va être plus long pour moi. Donc, tu sais, c'est ça, c'est des pratiques comme ça. Puis c'est les gens, c'est pas pour mal faire, mais c'est quand même, oui, ça donne quelque chose de négatif au bout du compte pour la personne qui vient de l'étranger. Mm-hmm. Bon, ben écoutez, je vous invite à vous joindre à moi pour remercier chaleureusement Maude Boulet. Et nous, on reprend 3 heures. Merci. Oui, c'est ça ce que je pensais faire.